Voilà, alors on va parler de la manière douce et quelquefois moins douce d'inspirer la bonne décision, en ayant l'impression qu'elle vient de nous. Donc on va faire un bref exposé de quelques techniques de manipulation employées dans le cadre d'Octobre Rose. Il faut savoir en fait que les campagnes de santé publique sont une forme de publicité comme une autre et utilisent les mêmes moyens. C'est le constat posé par deux historiens de la médecine, Francesco Panès et Vincent Barras. Et effectivement, dans ce contexte, on va considérer de façon regrettable que la fin justifie les moyens, sous prétexte que c'est une bonne cause. Et quand la fin justifie les moyens, quelque part, c'est le début de la fin, n'est-ce pas? Alors, c'est préoccupant, pourquoi? Parce qu'évidemment, les slogans, comme dans toute publicité, peuvent ne pas correspondre avec la réalité du produit que l'on cherche à promouvoir. Illustration. À votre droite, disons, vous avez le slogan. L'année dernière, cette femme a montré ses seins, elle a sauvé sa vie. Et à ma gauche, vous avez la réalité qui est nettement moins sexy déjà. Alors en bleu, vous avez l'incidence des cancers du sein à un stade précoce. On voit que... Oui. Bon, mais je pense que les gens font la différence entre le graphique et le mannequin. Bon, vous suivez? Non, mais c'était gentil. Non, mais ça partait d'une bonne intention. En fait, ce graphique est extrait d'une étude qui est parue en novembre 2012 de Gilbert Welch et Archie Bleyer, qui retraçait l'impact du dépistage par mammographie sur 30 ans aux États-Unis sur l'incidence du cancer. Donc en bleu, je disais les cancers du sein à stade précoce, donc on voit qu'elle est montée en flèche. Et par contre, en rouge, nous avons, ça marche l'incidence des cancers du sein à stade avancé et qui ne diminue absolument pas en rapport. Or, il faut savoir qu'un dépistage qui ne parvient pas à réduire l'incidence des cancers à un stade avancé est un dépistage qui ne marche pas. Une autre forme un petit peu de publicité, c'est le roman photo La Lettre qui fait toujours partie du dispositif de sensibilisation de l'INCa. Donc on a réussi le tour de force à faire passer une promotion du dépistage dans une intrigue amoureuse. Vous voyez, il y a un baiser de fin, etc. C'est mignon. C'est à l'eau de rose, c'est doublement rose en plus parce qu'on est dans le dépistage du cancer du sein. Donc évidemment, dans les deux exemples qu'on vient de voir, ce roman photo et la jeune personne topless, on ne parle absolument pas de faux positifs, de surdiagnostic et de surtraitement. Alors, pourquoi c'est préoccupant? Puisqu'il s'agit de convaincre, c'est comme dans la pub classique, on va avoir recours au même procédé manipulatoire. Or, Philippe Breton, il a écrit La parole manipulée, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un des meilleurs spécialistes français de la communication. Et il nous met en garde, il nous dit l'impact essentiel des procédés manipulatoires est de priver les gens de la liberté de choix pour leur imposer un comportement donné. Donc, il est vrai qu'affirmer que nous sommes libres de décider alors que l'information est trompeuse et que nous subissons des manipulations n'a aucun sens. Il y a hypocrisie quelque part. À mon avis, ce qui est important, ce n'est pas le sens de la décision, mais qu'elle soit prise hors de toute interférence illégitime. Or, la manipulation représente par définition une interférence illégitime. C'est pour ça que c'est assez grave. Alors, en illustration, là, je vous ai mis Cameron, qui va apprendre, il se croyait doué d'auteur de son libre arbitre, et va apprendre qu'il n'est qu'une marionnette. C'est un diagnostic qui ne va pas lui faire plaisir, mais ça se soigne. Et la première étape du traitement va consister à reconnaître que nous sommes manipulables, parce qu'évidemment, on pense tous être au-dessus de la manipulation. Le discours classique, oui, mais ça marche sur les autres, mais moi je ne suis pas dupe. Et cette prétention ne nous sert pas parce qu'on ne peut pas lutter contre une influence qu'on ne perçoit pas. Donc cette reconnaissance est absolument primordiale. On dit qu'une faiblesse reconnue est un pouvoir de plus. Et la deuxième étape du traitement, bien entendu, va consister à apprendre à reconnaître ces techniques de manipulation quand on va les voir apparaître. Alors les professionnels de la persuasion vont s'appuyer sur un certain nombre de nos faiblesses. La première, c'est notre tendance à la conformité. On l'appelle aussi la preuve sociale. Et elle dit qu'en cas de doute sur l'action à mener, nous allons regarder discrètement, si possible, ce que fait l'autre pour nous mettre sur la voie. Évidemment, c'est très exploité dans la pub classique avec des slogans comme « Faites comme moi »,« Utilisez le savon luxe » ou comme des milliers de consommateurs, voilà, faites confiance à Y. Alors, comment c'est utilisé dans le cadre d'Octobre Rose? Oh, pardon, excusez-moi. Et voilà, la réponse est assez claire. Avec Pauline Delpech qui nous dit « Faites comme moi », hop là, le dépistage sauve des vies. Et l'ancienne brochure, l'avant-dernière brochure de l'INCa qui nous dit « Elles y participent, et vous, qu'attendez-vous »
comme des milliers de femmes, participer au dépistage organisé. Voilà. Une autre des règles que l'on va appliquer, c'est la règle de la sympathie ou la méthode Tupperware, parce que cette société a été la première à se rendre compte de tout le bénéfice commercial qu'on pouvait tirer à exploiter le fait que nous accédons plus facilement aux requêtes de quelqu'un qui nous est proche. Hein, comment refuser? Alors, comment est-elle utilisée dans le cadre d'Octobre Rose? La réponse est assez claire aussi, avec des slogans comme « Parlez-en aux femmes que vous aimez »,« Mobilisez les femmes que vous aimez »,« Le dépistage, un geste d'amour ». C'est assez fort hein, comme formule quand même. Et on voit la Benjamin, 20 ans, qui a réussi à convaincre sa mère et qui dit d'ailleurs « Elle n'a jamais rien pu me refuser ». Bien entendu. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, il est évident que les proches ont une force de conviction, ce sont les termes de l'INCa qui avouent se servir de cette faiblesse-là et qui en est fier aussi. Voilà. Donc ce recyclage de l'INCa, par l'INCa de la méthode Tupperware quand même est un petit peu dérangeant dans la mesure où si le dépistage est un geste d'amour, est-ce que cela signifie que si Benjamin n'avait pas réussi à convaincre sa mère, il ne l'aimait pas? Oui, c'est un peu bizarre de mélanger tout. Et puis, est-ce que les risques dans ce cas sont du même ordre que ceux de se retrouver avec les placards encombrés de petites boîtes en plastique? On peut se poser la question. L'appel à la peur, bien entendu, c'est un grand classique, avec des messages comme celui-là, qui est tiré d'une vidéo de sensibilisation du comité féminin héros, qui dit « En France, chaque heure, une femme meurt suite à un cancer du sein, pas vous ». En plus, ce « pas vous », je le trouve assez bizarre, parce que l'ambition ne s'élève pas jusqu'à limiter la mortalité pour la population. On va sauver votre petite peau à vous. La voisine, elle peut crever du cancer du sein, c'est moins grave. Oui, ce pas vous, je le trouve un petit peu malsain, mais bon, bref. Donc évidemment, on crée une peur, et puis après on vient avec l'extincteur, c'est la manœuvre classique. Hein. Et c'est un petit peu dérangeant au sujet de la liberté de décision, parce qu'on n'a pas trouvé mieux que les émotions pour chanter la réflexion. Donc la décision risque de ne pas se faire dans des conditions de rationalité optimales, n'est-ce pas? On dit que la peur est une mauvaise conseillère, et c'est assez vrai. Oui, il y a une citation que j'aime bien, qui est d'un homme d'État britannique, là, qui dit que la peur de la mort se révèle parfois mortelle. Alors la recherche du sensationnel, c'est plus vendeur évidemment. Il faut savoir que la moyenne d'âge d'un diagnostic de cancer du sein, c'est 61 ans. Alors je ne sais pas si cette personne a 61 ans, si elle l'est fait, il faut qu'elle nous donne son truc, parce que je suis preneuse. Je ne sais pas d'ailleurs si elle a 20 ans en fait. Enfin, bon, voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un abus dans les visuels de femmes très très jeunes. Donc on a un effet de dramatisation, donc le message va passer de façon plus efficace. Mais on va se trouver avec un autre problème, un effet pervers, qui va plutôt être représenté par le fait que le plus fort de la mobilisation va se situer entre 35 et 40 ans, 28%, contre 16% seulement après 55 ans. Et pour info, 22% entre 25 et 34 ans. 25 et 34 ans, c'est quand même très jeune pour être terrifié par le cancer du sein. Mais les femmes vont se sentir davantage mobilisées à cet âge-là qu'après 55 ans. Voilà ce qu'on obtient avec ce genre de visuel. L'appel à l'autorité, aussi un grand classique. Le but, c'est d'impressionner avec une avalanche de titres académiques. Pour illustration, la façon dont Brigitte Fanny-Cohen, dans un télématin, avait réussi à gratifier le professeur David Kayat de 5 titres, pas moins. Alors, il est évident qu'au 5e titre, on débranche notre esprit critique, c'est étudié pour. Et donc, ce qui permet un peu au professeur Kayat d'affirmer au sujet du risque de cancer de radio-induit, il n'y a aucun risque particulier. Une variante, c'est l'appel à l'autorité légitime, donc il s'agit des people. On a demandé depuis quelques années déjà aux animateurs de France Télévisions de nous demander à nous, mais de quand date votre dernière mammographie? Donc dans ce cas-là, évidemment, il y a un transfert de compétences absolument injustifié. Mais il y a un petit hic dans ce cas-là, parce que l'appel aux stars, aux people est hyper exploité dans la pub, mais cette instrumentalisation dans la pub, voici ces risques, je vous ai mis luxe de savon des stars, donc tout ce qu'on risque, bon, on va acheter un savon d'une marque au lieu d'une autre, on va se retrouver avec un savon en plus. Je vous laisse imaginer les risques dans le cadre d'Octobre Rose. Un sein en moins, oui, c'est au niveau de la responsabilité, c'est un petit peu différent, voilà. Alors, on va aussi chercher à créer un sentiment d'obligation.
Il y avait Marina Carrère-Dantos qui nous disait dans un clip, bon, il n'y a pas le choix, il faut y aller, ou Marie-Claire qui nous disait, nous n'avons pas le droit de passer à côté du dépistage, ou le dossier de presse Octobre Rose de l'INCa qui nous parle d'installer la mammographie comme un réflexe, où il y a un docteur savoyard, là, le président de l'association Saint-Léman à venir, qui dit carrément depuis 2004 l'instauration du dépistage obligatoire et gratuit. Donc comme ça, si on essaie d'assimiler la notion que c'est obligatoire, les femmes ne se poseront même pas la question, c'est réglé. Allez hop, voilà. Donc effectivement, on subit une certaine pression avec tout ce sentiment d'obligation, ce qui fait que quand on n'y va pas, on se paye quand même une culpabilité monstre. C'est un extrait toujours de la même vidéo que tout à l'heure, où la journaliste a repéré la mauvaise élève qui n'allait pas, puis qui lui demande mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous y alliez plus facilement? La question n'est pas orientée déjà. Et puis elle dit non, c'est moi, on fait tout ce qu'il faut pour que j'y aille, non, c'est ma faute, c'est tout. Donc elle rentre plein dans le jeu là. Donc le message c'est passer ces mammographies va de soi, et si vous ne le faites pas, vous êtes fautif, vous êtes hors norme. Alors une manœuvre beaucoup plus subtile, parce qu'elle se voit moins, c'est le détournement du sens des mots. Confucius disait quand les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Et dans le cas qui nous intéresse, on va finalement perdre la liberté de décision. C'est ça qui est assez grave. On va assister à un usage cosmétique de certains mots qui ont une aura ou une charge positive très importante. On les appelle les mots caoutchouc évidemment parce qu'ils ont un sens élastique. Le premier de ces mots évidemment c'est prévention. Il y a un amalgame constant dans Octobre Rose entre prévention et dépistage. On l'a un petit peu évoqué ce matin. Je n'ai pas le temps de vous lire tous les exemples, mais vous voyez, prévention du cancer du sein, le Mammobile passe par Belém et IG, conférence sur la prévention par le dépistage du cancer du sein, la dépêche qui parle de dépistage préventif, voilà. Donc, à force de marteler ça, ça marche, parce qu'il y a un internaute qui m'a demandé sur le blog il n'y a pas longtemps, oui, mais alors, mais comment faire de la prévention sans mammographie? Voilà, donc mammographie égale prévention. Ça marche très très bien, à force de répéter, voilà. Un autre mot élastique aussi, il est tellement élastique dans Octobre Rose qu'il finit par dire convaincre. On va retrouver très souvent ces deux frères ennemis dans la même phrase. Alors un exemple qui est donné par un radiologue qui est président de l'association pour le dépistage des cancers du sein dans le Nord, des cancers en général d'ailleurs, et qui dit « Nombre de nos confrères, médecins généralistes et gynécologues consacrent beaucoup de temps non rémunéré, vous vous rendez compte en plus, à informer loyalement et convaincre leurs patients de participer au DO. C'est à la limite de la perle, là, de parler d'informer loyalement et convaincre. Voilà. On se demande un petit peu ce qu'on veut et on peut s'interroger sur la loyauté, je mets, de l'information quand il s'agit de convaincre. Mais ça passe, c'est marrant parce qu'on est tellement habitué à l'élasticité de certains mots dans ce cadre-là que personne ne réagit. Un autre mot qui a une charge positive très importante, c'est bénéficier. On parle de bénéficier d'une mammographie gratuite. Et cette offre est très généreusement étendue aux femmes de 40 ans par une association qui n'est pas connue mais qui fait un boulot en sous-main pas mal. C'est l'association Montpellier Héros pour le dépistage des cancers du sein qui démarche les communes du département afin qu'elles financent la gratuité des mammographies dès 40 ans. Et les femmes, les chanceuses de l'Hérault reçoivent une invitation comme les grandes, comme dans le cadre du DO, on ne voit pas la différence. Alors, remarquez qu'ils l'appellent mammotest, c'est beaucoup plus ludique. Déjà, on gomme un peu plus la référence à une procédure médicale, mais c'est une mammographie, mais ça fait un peu alcotest, non, c'est mammotest. Vous voyez là, le petit camion, la mammographie 100% utile dès 40 ans, vous voyez le message? Donc cette démarche, elle tient carrément l'État, parce que même la Haute Autorité de Santé et l'INCa, qui promeuvent pourtant le dépistage organisé, ne recommandent absolument pas le dépistage à partir de 40 ans, hors facteur de risque particulier. Mais l'emploi du terme bénéficier, on le retrouve aussi sur les invitations à se faire dépister qu'on reçoit dans le DO. On nous dit, madame, dans le cas du DO, vous pouvez bénéficier de mammographie gratuite aussi. C'est comme, on présente ça un petit peu comme une opportunité qu'il ne faudrait surtout pas manquer. Mais est-ce que l'emploi de ce verbe bénéficier dans ce sens est-il éthique avec le débat actuel? On peut se poser la question, parce que quand on présente ça comme un bénéfice, pour une femme, elle ne fait pas la relation. Non, il y a quand même un rapport en ce moment bénéfice-risque qui est débattu, vous voyez. C'est un peu tendancieux. Alors, une autre de nos faiblesses, c'est notre amour des belles histoires. Il est très très exploité évidemment dans toutes les formes de marketing, parce qu'on va acheter un produit parce que nous aimons l'histoire qui est rattachée, et puis on va adhérer au dépistage, parce que cette histoire de la survivante qu'on raconte partout, sauvée par la mammographie, et qui retrouve une vie normale après, cette histoire-là nous est très séduisante.
Un petit jeu de contraste encore, là aussi. Sur votre gauche, donc, vous avez Rose Magazine. C'est un magazine qui a été lancé par des survivantes du cancer du sein. Pour la plupart, ce sont des journalistes, donc il y avait déjà un bon réseau de relations. C'est un gratuit, mais c'est de beau papier glacé, etc. Et l'on voit que les thèmes abordés restent un petit peu dans la gestion féminine du cancer. Donc comment rester belle, sexy, en forme après le cancer, vous voyez, la chimio, pas les kilos, etc. Évidemment, à droite, on a une image un petit peu moins glamour qui peut choquer, j'en ai conscience, mais la réalité choque parfois. Alors, il est évident que la démarche représentée par ce magazine peut apporter un certain soutien à pas mal de survivantes, mais elle présente pour moi quand même deux risques. En premier lieu, une banalisation et un enjolivement de la réalité de la maladie, ou de la maladie tout court. Parce que quand on voit ce visage, on se dit, bon, après tout, c'est pas si terrible que ça d'avoir un cancer du sein. Maintenant, on fait des belles prothèses, des fois on trouve que ça fuit, mais bon. Mais donc il y a vraiment, elle paraît rayonnante, cette femme, donc on peut se dire que c'est pas si grave que ça. Et cette banalisation de la maladie, elle peut avoir des effets assez bizarres, et on peut obtenir une médecine qui marche un petit peu sur la tête. Il y a 3 ans, juste avant la publication de nos mammos, j'ai été consulter un gynéco qui me parle tout de suite de la mammo, alors que je ne montrais pas dans le cas du déo, et qui, lorsque j'évoque le risque de cancer radio-induit, me dit texto, hein, oui, mais bon, si on fait quelques cancers radio-induits dans le lot, c'est pas si grave, puisque maintenant on sait si bien les soigner. J'avoue que j'étais déjà assise de l'autre côté du bureau de consultation, donc je ne suis pas tombée plus bas. Mais c'est ce qui... Enfin, je sais pas, c'est pas à lui qu'on va couper un sein. Enfin, ça m'a choqué, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ce risque à présenter cette image très glamour du cancer, quelque part, ou de l'après-cancer. Et puis un deuxième risque aussi, c'est la disqualification de celles qui ne parviennent pas à ressembler à ça. Donc celles qui ne parviennent pas à être aussi belles, sexy, en forme, etc. et souriantes, vous voyez. Et pour terminer, je vous ai mis une citation d'une dame que j'aime bien, c'est un généraliste du Royaume-Uni qui a écrit The Passion Paradox et qui dit « Il y a 2 choses qui tuent davantage que le cancer, notre peur de lui et notre refus de l'incertitude ». Je vous remercie.